Nous quittons le silence du ciel et le bal macabre des étoiles qui meurent pour retaper un talon sur notre bonne vieille terre et des préoccupations très proches du sol, très proches du pavé aussi, du pavé sur lequel on manifeste parfois, du pavé glissant cette saison, où s'est risqué le Premier ministre Gabriel Attal en annonçant pour l'été une réforme de l'assurance chômage. Bonjour, bonsoir, il est passé 18h depuis bien longtemps. Bonsoir Nathalie Hannet. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage, la SNC. J'ai tout bon ? Vous avez tout bon. À vos côtés, Clément Carbonnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, vous êtes chercheur et responsable de l'axe de recherche économie politique et institutions au sein du laboratoire d'économie dionysien de l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. J'ai tout bon aussi ? C'est ça. Chers amis, bienvenue, bonsoir. Vous avez de l'eau, il fait une chaleur tropicale dans le studio et j'en suis vraiment navré. Donc on va transpirer beaucoup jusqu'à 20h. N'hésitez pas à vous servir de l'eau, vous avez chacune et chacun un micro. Il faut lui parler bien devant, ils sont très directionnels les micros. Gabriel Attal, le Premier ministre, prévoit de baisser la durée d'indemnisation des chômeurs avec 2 objectifs revendiqués. Réaliser 3 milliards d'euros d'économies et ramener les chômeurs vers l'emploi. Est-ce que c'est une bonne idée ? Mes questions ne sont pas attribuées. Vous avez le droit de répondre non, oui, ou oui mais, ou non mais. Alors, séparément, les 2 idées sont bonnes. C'est-à-dire ramener des chômeurs vers l'emploi et mettre des moyens pour les accompagner et sécuriser le fait qu'ils retrouvent en effet un emploi. À Solidarité Nouvelle face au chômage, on ne peut être que pour, puisque nous sommes 2000 bénévoles qui accompagnons chaque année 4000 personnes et 60% d'entre elles retrouvent un emploi. Donc nous sommes archi-fans d'encourager et d'accompagner le retour à l'emploi. Si ça doit se faire en pariant le fait qu'en réduisant l'indemnisation qu'on propose aujourd'hui c'est 2,6 millions de personnes qui sont indemnisées, pour faire des économies et réinvestir, puisque forcément quelqu'un qui travaille régénère du positif. Là, on va être moins d'accord sur la méthode, puisque objectivement, il y a plus de 2 fois plus de personnes au chômage que les 2,6 millions. Il y en a 5,4 millions. Et donc, mécaniquement, on voit bien que l'idée est fausse et ne résoudra pas le problème. Et deuxièmement, notre témoignage à nous, c'est que, au contraire, c'est en accompagnant de façon plus sûre et plus ferme les personnes qu'elles retrouvent un emploi et pas en les mettant dans des situations de précarité, en interrompant ou en diminuant le montant de l'indemnisation dont ils bénéficient. Clément Carbonnier, vous souscrivez ? Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, un des points importants qu'on peut voir là-dessus, c'est que la moitié des demandeurs d'emploi travaillent dans le mois où ils sont demandeurs d'emploi. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on voit qu'une grande part du problème, c'est pas la volonté de travailler, c'est l'emploi et c'est les capacités, enfin les opportunités d'emploi et la structure du marché de l'emploi qui peut offrir ou pas des emplois et des emplois pérennes. Et ça, c'est un deuxième point qui est très très important, c'est que si on pousse des demandeurs d'emploi à retrouver et à accepter n'importe quel emploi, le risque, c'est qu'en fait, oui, à court terme, on aura l'impression, ah bah tiens, il y en a un qui a retrouvé, mais derrière, si c'est un contrat court, bah, il va redevenir demandeur d'emploi. Et donc là, il y a un vrai travail à faire, non pas en coupant justement la protection des demandeurs d'emploi qui leur permet de mieux chercher en qualité les emplois qui leur correspondent mieux, qui correspondent à leurs compétences, etc. Mais au contraire, en les accompagnant dans leur recherche, mais aussi en les soutenant, y compris financièrement, par de l'assurance chômage pendant cette période de recherche. Derrière l'idée de Gabriel Attal, il y a l'idée, ce me semble en tout cas, qu'il y a donc des chômeurs qui ne devraient pas chômer, et des chômeurs qui nous coûtent. Je pense, c'est un peu ça quand même l'idée de ce que propose le Premier ministre, et c'est certainement un peu plus compliqué que cela. Est-ce qu'il existe alors je pose la question, vous savez sans doute, est-ce qu'il existe un fondement scientifique objectif pour mettre en évidence le lien qui pourrait exister entre le retour à l'emploi et les règles d'indemnisation? Il n'y a pas de lien en fait.
Alors, il est même inverse, puisque la première étude d'impact des réformes sur l'indemnisation du chômage qui ont été opérées en 2019, il y en a eu en 2017, en 2019, donne à voir, c'est la DARES qui a sorti une étude là au mois de février, que s'il y a une accélération du retour à l'emploi pour les plus de 25 ans, elle est en CDD. Donc exactement ce que vous énonciez à l'instant, c'est-à-dire que ça accélère un retour à l'emploi parce que j'ai plus de ressources, donc il faut que je prenne n'importe quel travail, mais ce n'importe quel travail, en l'occurrence, il est majoritairement en CDD. Donc l'effet pour ces personnes-là et globalement pour la société, il est uniquement transitoire. Clément Carboni. Non, effectivement, il y a ce point-là, effectivement. Et il y a un autre point, je pense, dans cette image que véhicule finalement le gouvernement, c'est l'image du chômeur. Mais il n'y a pas un chômeur. Il y a une grande diversité de demandeurs d'emploi, de gens qui cherchent des emplois et qui sont dans des situations totalement différentes effectivement par leur âge, par leur expérience, par leur qualification, par les secteurs dans lesquels ils cherchent, etc., etc. Et donc à partir de ce moment-là, le problème de l'emploi et souvent ce que le point, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, mais qui a un lien, c'est-à-dire que pour pouvoir véhiculer cette image du chômeur qui en fait se reposerait sur l'assurance chômage et qui ne chercherait pas vraiment, qui ne ferait pas les efforts pour chercher, il y a l'idée, regardez, il y a des secteurs en tension, donc il y a de l'emploi, ça existe, et donc si on a à la fois du chômage et des secteurs en tension, c'est bien qu'il y a des gens qui font pas d'efforts. Et c'est là où il faut sortir de cette vision simplificatrice où on aurait un emploi qui irait à tout le monde et on aurait un chômeur qui pourrait accepter tout et n'importe quel emploi. Et là, je pense que rentrer dans la complexité et dans la diversité des demandeurs d'emploi, ça fait changer de vision. Et en fait, pourquoi on a à la fois des demandeurs d'emploi, des gens qui ne trouvent pas d'emploi et des secteurs qui sont effectivement en tension, il y a deux grandes raisons. Alors encore une fois, c'est très simplificateur, mais il y a deux grandes raisons. La première, c'est il y a un certain nombre d'emplois qui nécessitent des qualifications ou des compétences qui sont trop rares, où on n'a pas assez formé de gens, et donc effectivement là on peut pas trouver, et puis les demandeurs d'emploi qui cherchent ne pourraient pas remplir ces emplois. Et puis il y a une deuxième catégorie aussi, et qui est qu'il y a un certain nombre d'emplois qui sont dégradés quant aux conditions de travail, avec des rémunérations très faibles, énormément de pénibilité, etc., etc. Et là c'est l'autre partie des emplois qui ont plus de mal, alors qui trouvent en général, mais qui ont plus de mal à trouver des emplois. Et donc le but de ces réformes, de mettre la pression sur les demandeurs d'emploi, c'est de les pousser à accepter ces emplois particulièrement de mauvaise qualité, aux mauvaises conditions, aux mauvaises rémunérations. Et là, ça entraîne tout ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire le fait que ces personnes-là ne vont pas se pérenniser dans cet emploi-là parce qu'elles ne vont pas pouvoir le supporter longtemps ou parce que c'est des emplois trop courts et qu'elles vont se retrouver au chômage, etc., etc. Dans le chat, il y a Nawel qui dit, sans parler des chômeurs seniors qui ne retrouvent facilement un emploi. Volca qui nous dit, ça attire l'électorat de la classe moyenne qui se sent menacé par le déclassement. Bon, c'est la vie de Volca. Ne pouvant s'attaquer au patronat pour X raisons, la classe moyenne retourne sa haine vers les plus faibles. Un classique. Je vous voyais acquiescer aux propos de Clément Carboni et Nathalie Yannet. Oui, parce que je vous propose un témoignage. J'en ai quelques-uns vous êtes là pour ça. avec moi. Allez-y. Une personne qu'on a accompagnée qui est au chômage depuis un bon moment, quand elle témoigne de cette façon-là, nous dit « Baisser les temps d'indemnisation au chômage alors que l'on a travaillé toute sa vie et donc cotisé à Pôle emploi à l'époque est scandaleux et inéquitable. » France Travail maintenant, c'est ça ? France Travail maintenant. « J'ai accepté des postes sous-qualifiés pour ne pas être sans ressources, mais cela a un effet négatif pour retrouver ensuite un travail à notre niveau et dévalorise les candidatures futures. » Donc l'illustration parfaite de ce que vous disiez à l'instant. Plus globalement, et pour aller dans votre sens, on a l'enquête d'ARES sur les emplois non pourvus, les offres non satisfaites, c'est moins de 350 000 offres. On parlait tout à l'heure de 5,6 millions de chômeurs. Enfin, on voit bien
qu'au-delà des sujets qualification, adaptation au poste, etc., on est loin de la balle. On n'est pas sur des volumes équivalents. Et le Premier ministre, la semaine dernière, indiquait « mais moi, je suis là pour protéger les gens qui travaillent, les gens qui sont sérieux ». Mais en fait, c'est ces mêmes gens qui travaillent, qui sont sérieux, qui ont peur aujourd'hui d'être au chômage, qui ont ce regard péjoratif sur les chômeurs, ou en tout cas, c'est ce dont témoigne l'enquête UNEDIC faite sur le regard des Français sur le chômage. C'est ces personnes-là, précisément, qui, passé la cinquantaine ou les 55 ans, quand en particulier, c'est des personnes peu ou pas qualifiées, ou sur des métiers dont les conditions de travail sont exigeantes et du coup se retrouvent dans des situations d'inaptitude partielle ou totale, c'est ces personnes-là qui, précisément, vont se retrouver au chômage et c'est ces personnes-là qui, ensuite, subiront, comme les autres, le fait que l'indemnisation soit plus difficilement accessible, soit moins longue et moins importante. Et donc, finalement, se retrouvons dans des situations de précarité. On dit assurance chômage, il y a Nawal, dans le Nawal Paris, rebonjour Nawal, qui nous dit oui, c'est une assurance pour laquelle le chômeur a cotisé. C'est pas tout à fait une assurance comme les autres. Oui, alors ça c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'effectivement... Il faut peut-être remettre le concept de ce qu'est l'assurance chômage. Et non, et justement je pense qu'il y a des choses dans les réformes qui précèdent celles qu'on a voient maintenant et qui sont très importantes. Ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est très important. Donc effectivement, c'est une assurance, c'est-à-dire que ça a été construit comme une assurance, vraiment, avec... alors, plus tard, il y a eu la sécurité sociale qui a été créée juste après la guerre et qui ne comprenait pas d'assurance chômage, et donc ensuite les représentants des salariés et des employeurs, plus tard, si je ne me trompe pas, c'est en 56. Création de la NPE en tout cas. Oui, mais après ça a été institutionnalisé, mais bon, dans les années 50 et puis ensuite, qui se sont mis d'accord pour créer un système d'assurance et qui, pour le coup, n'était pas tripartite, c'est-à-dire que c'était pas les représentants des salariés, des employeurs et l'État, qui n'étaient que les représentants des salariés et des employeurs pour créer une caisse d'assurance dans laquelle les employeurs et les salariés cotisaient et qui servait à indemniser les personnes qui avaient cotisé et qui se retrouvaient au chômage. Donc c'est vraiment un système d'assurance. Ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps, c'est notamment pour prendre la main, et en général pour des raisons budgétaires, l'État a pris la main petit à petit sur l'ensemble des assurances sociales, la sécurité sociale en premier parce qu'il y avait déjà un pied dedans, et plus récemment l'assurance chômage. Et donc là, un des points qui a été important, c'est que justement, et qui à mon sens a été un piège là-dedans, ça a été quand en 2017, le premier gouvernement de la présidence d'Emmanuel Macron a dit je vais vous faire un cadeau, je vais vous diminuer vos cotisations chômage et on va financer le chômage avec un autre moyen que les cotisations, avec de l'impôt. Et à partir du moment où il a fait ça, il avait mis le pied dans la porte et il a dit non, le chômage c'est plus vraiment une assurance parce que c'est plus financé que par les cotisations, c'est financé par l'impôt et donc moi, État, j'ai mon mot à dire. Et alors, il avait déjà, pour d'autres raisons, par rapport à des questions budgétaires, etc., le mot à dire, c'était pas nouveau en 2017, mais ça a renforcé ce point-là, qui fait effectivement que c'est en train de se transformer et c'est de moins en moins une assurance. Et c'est notamment un des arguments, d'une certaine manière, qu'utilise l'État pour le couper. C'est-à-dire, justement, cet argument « j'ai cotisé, j'ai droit », qui est quelque chose de normal dans une assurance, et à partir du moment de dire « ah ben non, alors en fait, tu as payé des impôts, mais c'est pas la même chose, parce que la cotisation ouvre droit, l'impôt ouvre pas droit de la même manière. Et donc, effectivement, c'est toujours une assurance, mais un peu moins qu'avant. Et parmi les effets de décorrélation de ce basculement vers, c'est sur la CSG finalement qui a été augmenté pour financer ce qui était ou ce qui est encore partiellement l'assurance chômage. Parmi ces effets, on voit bien sur l'exemple particulier des personnes qui ont les plus hauts salaires et qui ont une indemnisation supérieure à 4 500 €. Le régime dit des cadres était largement bénéficiaire, puisque les cotisations sont extrêmement importantes et que c'est des gens qualifiés et que les personnes les plus qualifiées restent le moins longtemps au chômage, quand bien même le niveau d'indemnisation est le plus important. Et donc on a pris une mesure dans l'une des réformes, je ne sais plus si c'était dès 2017 ou en 2019, où on a plafonné, descendu le plafond de cette indemnisation, mais surtout installé une dégressivité
de façon à ce que on diminue l'aberrance. Et là, typiquement, c'est là où la décorrélation avec le système assurantiel est très forte, c'est qu'on a un périmètre qui était largement bénéficiaire et que, bien qu'il soit bénéficiaire et dont les bénéfices rejaillissaient sur l'ensemble, bien entendu, il a été attaqué et diminué pour diminuer la dépense alors même que l'assurance était payée. Dans les autres pays, ça se passe comment? On dit toujours qu'en France, le régime est très favorable. Dans les pays comparables. Alors, je suis pas, malheureusement, là, je vais répondre de manière très très grossière. Je ne sais pas si vous avez plus de détails. Si vous savez pas, c'est parce que. Non, il y a des choses un peu différentes. Il y a un point, et d'ailleurs, c'est celui peut-être sur lequel le gouvernement va s'attaquer là à nouveau, sur lequel la France est légèrement plus favorable d'une certaine manière que certains de nos pays voisins, alors pas de manière énorme, c'est les critères d'éligibilité, c'est-à-dire à partir de quel moment, justement, de combien de temps de cotisation on a le droit de rentrer dans le système. Et donc c'est en France, c'est 6 mois sur les 24 derniers mois. Et effectivement, il y a un certain nombre de pays pour lesquels soit la période nécessaire est plus longue, soit la période dans laquelle on calcule ce temps-là est plus courte. Maintenant, sur l'ensemble des autres paramètres, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Sur la durée d'indemnisation, elle est beaucoup plus longue en Belgique, par exemple. Sur le taux de remplacement, il va être plus favorable dans d'autres pays. Alors, j'ai pas les détails, mais c'est plus, on n'a pas cet effet d'une générosité particulièrement plus grande du système français. Est-ce que à la fin, ça a un sens économique? Alors, pardon, je m'adresse peut-être une nouvelle fois à l'économiste, mais Nathalie, vous pouvez aussi répondre, bien sûr. À la fin, on aura donc des gens qui vont se retrouver sur le carreau, qui vont peut-être consommer moins. À la fin, la balance, elle va être comment, en fait? Alors, elle va être pas forcément positive sur beaucoup d'aspects, en fait. Déjà, un point, et je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, sur le témoignage. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est un témoignage, mais c'est un témoignage qui reflète une réalité très importante. Parce que, à nouveau, un des arguments qui est mis en avant pour dire oui, on pousse, ok, c'est des jobs de mauvaise qualité, mauvaises conditions de travail, mauvaise paye, court terme, mais ça met le pied à l'étrier. Il y a cette idée du pied à l'étrier. Et si effectivement il y avait cette idée du pied à l'étrier, c'est en travaillant qu'on obtient un travail meilleur, etc. Alors effectivement, on pourrait se dire, bon, c'est un mauvais moment à passer, on va mettre des gens dans la précarité, dans la pauvreté, mais peut-être que ça ira mieux derrière. Mais en fait, c'est pas ce qu'on observe. Et on observe que la prise de ces boulots, de ces mauvais boulots, elle a plutôt tendance à enfermer dans des boulots de mauvaise qualité, dans des boulots courts, que de servir de pied à l'étrier. Et donc à partir de ce moment-là, non seulement on a l'effet négatif de la précarisation à l'instant T, mais on a plutôt des effets négatifs à long terme. Et il y a un autre point quand même qui est important, alors qui n'est pas lié qu'à ça, évidemment, qu'il y a beaucoup d'autres choses, notamment à la pandémie, mais on a une augmentation des arrêts maladie, et en fait, on a une augmentation de la souffrance au travail. Alors évidemment, la pandémie y est pour beaucoup, mais pas que. La France, quand on fait des comparaisons internationales, c'est intéressant aussi de voir le sentiment de bien-être au travail, le sentiment d'autonomie au travail, le sentiment, etc. Et la France se situe particulièrement mal. Donc au niveau des conditions de travail, on se situe pas bien. Et le fait de mettre la pression sur les demandeurs d'emploi pour qu'ils acceptent toujours des emplois de moins bonne qualité, ça n'améliore pas les conditions de travail en général, et ça peut avoir des effets négatifs sur les arrêts maladie plus tard et sur la productivité elle-même, puisque évidemment les gens qui travaillent dans des emplois dans lesquels leurs compétences ne sont pas exploitées, forcément c'est des emplois dans lesquels qui se retrouvent moins productifs, et c'est moins bon pour tout le monde. Et d'ailleurs, les analyses qui ont été faites après les réformes Hartz en Allemagne, qui sont souvent citées en référence, montrent bien que ça a un effet d'appauvrissement, de diminution des salaires. Parce qu'en fait, quand vous êtes contraint à retravailler et que vous prenez par le fait un emploi qui est peut-être plus précaire, mais qui est aussi moins qualifié et qui exige moins d'expérience, du coup vous acceptez un salaire moindre, et il y a un effet d'éviction sur les personnes qui auraient eu la qualification et le niveau d'expérience qui était requis pour ce poste-là, qui elles-mêmes vont prendre des postes
moins exigeants que ceux auxquels elles auraient pu prétendre. Et finalement, on enferme et on exclut davantage les moins qualifiés, les moins expérimentés, les plus vulnérables sur le marché du travail. Et en plus, on a cet effet d'attrition du niveau des salaires qui a été observé en Allemagne. Et donc, finalement, cette référence qui est souvent citée devrait au contraire nous prévenir contre les effets secondaires délétères, même s'il y a un effet reprise du travail. C'est exactement ce qu'on observe, l'étude de la DARES que je citais tout à l'heure sur l'impact des réformes de 2019. Il y a un effet positif instantané qui ensuite est détruit par le fait que c'est de la précarité et des salaires inférieurs. Et ça, alors pour le coup, ça c'est très en lien avec un autre sujet qui est quand même très actuel. Et quand on voit qu'en même temps le gouvernement, alors il est très habitué en même temps, mais il porte sur la table le sujet de la désnicardisation, c'est-à-dire des salaires, où en fait pour répondre à un sentiment global de salaire bas, de salaire faible, et qu'en même temps il met en place effectivement, où il envisage de mettre en place un cran supplémentaire d'une réforme qui, effectivement, et là on a pas mal d'exemples du lien en fait entre les salaires, entre la protection du chômage et les salaires, et pas que les salaires de ceux qui retrouvent, parce que derrière c'est les salaires de l'ensemble des travailleurs, et donc ce lien-là, on l'a, et donc en même temps on met en place une réforme qui va continuer à faire la pression sur les travailleurs pour baisser leur salaire, et on dit c'est dommage, les salaires n'augmentent pas et on a une spicardisation. C'est aussi lié aux politiques qu'on mène. Il y a Cyril qui me dit oui, ça va faire aussi une augmentation du nombre de morts au travail. Alors, je ne sais pas si ça va augmenter le nombre de morts au travail, pardon. C'est peut-être un peu excessif, mais pourquoi pas, c'est l'avis de Cyril. Et Kyle qui nous dit c'est intéressant, c'est quand même fou que le gouvernement confonde travail et emploi. Et c'est vrai qu'on a changé Pôle emploi en France Travail. Et les deux concepts ne sont pas tout à fait les mêmes, et peut-être que vous pouvez les expliquer à ceux qui nous regardent. L'emploi, ça n'est pas le travail, c'est pas exactement... Ce ne sont pas des synonymes. Oui, alors effectivement, le travail, ça va être l'action, de création par des humains, voilà. Et l'emploi, c'est une institution qui permet d'organiser le travail à l'intérieur d'une société. Et donc effectivement, il y a plusieurs formes d'emploi. La majoritaire, c'est le salariat, mais on a l'emploi des formes d'emploi indépendants aussi, etc., etc. Donc l'emploi, c'est l'institution qui organise l'organisation du travail, parce que les travaux ne se font pas seuls, chacun de son côté, et donc on a besoin d'une organisation, et donc je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ça. C'est très clair. Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre association? Qu'est-ce qu'on vous dit chez Solidarité Nouvelle face au chômage? Comment c'est reçu ces annonces? Ces annonces, elles sont reçues de façon... Parce que c'est pas la première fois qu'on réforme en fait l'assurance chômage. Ah bah non, c'est la quatrième. Enfin, ça va être la quatrième fois depuis le premier quinquennat de 2017. En fait, il faut quand même avoir en tête que, et nous, c'est ce qu'on vit dans les binômes d'accompagnement que nous formons pour accompagner des personnes éloignées de l'emploi ou pas, ou juste au chômage et en difficulté pour retrouver un travail ou un emploi. C'est la première chose qui se produit dans cette rencontre singulière, c'est les gens posent leurs valises. C'est-à-dire qu'ils nous disent je suis contente de vous rencontrer, ça me permet de vous dire combien c'est difficile, combien je souffre de cette situation. J'ose pas en parler à ma femme, j'ose pas en parler à mon mari, j'ose pas en parler à mes parents, mais j'essaye de faire bonne figure, mais je me sens tellement nulle, j'ai tellement honte de pas travailler. Donc les gens culpabilisent, les gens se referment parce que je vois moins d'amis, parce que dans la conversation, quand ils parlent de boulot, moi je sais plus quoi dire, et puis j'ai pas envie de leur dire que je travaille. Que je travaille plus, au contraire. Et puis quand on me demande où j'en suis de mes recherches, j'en ai marre de dire que j'ai envoyé 10 CV, que j'ai eu aucune réponse. Et donc au final, on a déjà, avant même ces réformes, et avant même cette espèce de regard péjoratif qui s'installe du chômeur fainéant ou du chômeur volontaire et qui perpétue cette situation délibérément, on a déjà des témoignages constants de personnes qui souffrent de cette situation. Et d'ailleurs, c'est documenté. On a, dans un des rapports, chaque année, Solidarité Nouvelle face au chômage publie un rapport en septembre. On en a fait un, c'était il y a 3-4 ans, sur la santé
santé des personnes au chômage, et basée sur une enquête assez volumineuse en partenariat avec d'autres associations. Et le constat est très clair, de multiplication des problèmes de santé psychique et physique. Donc la situation est déjà difficile. Et quand en plus on renvoie et on renforce cette image péjorative, eh bien forcément on enfonce les gens dans cette difficulté, si vous voulez. C'est ce que dit Nawal dans le chat, c'est burn-out, arrêt maladie. Comme ça, l'équilibre de la sécurité sociale va exploser aussi. C'est un super calcul, ironise Nawal. Je vous ai coupé, pardon Nathalie. Non, mais je voulais vous porter un nouveau témoignage de Sophie, 54 ans, secrétaire trilingue. Et elle nous dit, le chômage est un traumatisme. On se sent exclu de la société. Tout augmente, on me diminue mon chômage et on me diminue ma perspective. Et donc, clairement, ce témoignage-là est emblématique de ceux qu'on reçoit régulièrement et de la difficulté dans laquelle on enfonce les personnes, parce que déjà elles culpabilisent, déjà elles se sentent mal et dégradées à leurs propres yeux, et si en plus le regard qui est porté sur elles du fait qu'elles ne travaillent pas est négatif, fatalement, au lieu de les aider à se projeter dans l'avenir et de dynamiser leurs recherches, on les enfonce dans leurs difficultés. Alors vous avez peut-être d'autres chiffres que les miens, mais vraisemblablement toutes les enquêtes prévoient une stagnation du taux de chômage. Puis voilà, il y avait une stagnation là en 23 et avec peut-être certainement une augmentation à l'horizon 24-25, 2024-2025. Il y a une note des services du ministère, je crois que c'était l'année dernière, qui était récupérée par nos confrères, nos consoeurs de Mediapart, dans lequel on lit, il paraît dès lors, parce que le chômage va augmenter certainement, il paraissait dès lors complexe de justifier un tel durcissement dans un contexte de chômage stagnant ou en légère hausse. Pourquoi le gouvernement fait ça ? Alors, on ne va pas penser à la place du gouvernement. En revanche, une première hypothèse... C'est pas ce que je vous demande. Une première hypothèse, vu que ça intervient en même temps que les mauvais chiffres du déficit public qui est à 5,5 au lieu de 4,9 tel qu'il était souhaité, prévu, tel qu'était l'objectif du gouvernement, ça peut être une façon d'envoyer un signal à la fois à l'Europe, mais aussi aux agences de notation pour montrer que la France continue de se réformer, que la France va agir. Deuxième hypothèse, en résonance avec ce regard péjoratif sur les chômeurs et donc de se dire allons-y, peut-être qu'on va surfer sur une vague de l'opinion et qu'on sera soutenu dans cette intention-là. Troisième hypothèse, ils espèrent réellement que ça va améliorer les finances publiques. Là, je vous passe la main pour évaluer si véritablement ça peut avoir un impact. Mais en tout cas, au niveau de l'humain, et quand on raisonne à partir de l'unité de ce que sont les trajectoires singulières des personnes qu'on accompagne à Solidarité Nouvelle face au chômage, et si elles sont représentatives, comme je l'imagine, de ce qui peut se produire largement, je ne pense pas que ça va avoir des effets économiques majeurs, compte tenu du fait que ça pousse à des situations de précarité et pas à des situations de retour à l'emploi. Et vous faisiez allusion à la conjoncture, un des éléments qui fait que le chômage a cessé de diminuer et commence à remonter, puisqu'on est repassé à 7,5, une des raisons, c'est qu'on a une diminution de la croissance des emplois. On avait une moyenne de 300 000 créations d'emplois par an depuis 2019, et depuis un an, cette création d'emplois a beaucoup diminué. Je crois que c'est de 30 000 par trimestre, donc on est à beaucoup moins que les 300 000, et donc ça peut contribuer à expliquer cette difficulté, donc plus que le comportement des chômeurs. Oui, effectivement, la prévision de stagnation, elle est liée à des prévisions de conjoncture économique négatives. C'est clair, ça vient de là. Il y a les études qui prévoient ça ne disent pas d'un coup les chômeurs vont être encore plus feignants qu'avant et donc ça va réaugmenter. Non, c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent bien on a des perspectives économiques qui sont négatives. Après, alors je pense que derrière il y a une logique. Il y a une logique, c'est-à-dire que c'est effectivement cette réforme de l'assurance chômage et même
plus globalement, la limitation de l'ensemble de la protection sociale, c'est quelque chose qui est au programme, qui était assez clairement affiché, qui a été toujours écrit noir sur blanc dans les documents budgétaires envoyés à l'Union européenne. Et donc, il y a une logique, je ne sais pas si ça pourrait paraître positif, il y a une cohérence en tout cas là-dedans, et donc ils continuent dans cette voie. Alors pourquoi ils continuent dans cette voie? Pourquoi ils se sont engagés au départ dans cette voie? Ça, je ne suis pas dans leur tête, mais en tout cas, ils ont cette cohérence-là. Et donc, avec un point quand même qui est important, c'est qu'ils font séquentiellement et à chaque fois, ils essayent. Alors même si l'opprobre est jeté sur l'ensemble des demandeurs d'emploi et des demandeurs d'emploi potentiels, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas aujourd'hui mais qui pourraient l'être, mais ensuite les effets, disons, au moins à court terme, directs de précarisation des différentes réformes touchent à chaque fois des gens un peu différents. On parlait, je disais tout à l'heure, il y a une grande variété de demandeurs d'emploi et en fait ces réformes touchent. Alors il y a aussi un petit côté, ça limite la contestation, parce qu'à chaque fois, on fait une nouvelle réforme qui va toucher des personnes différentes, et puis on espère qu'il n'y aura pas trop de solidarité entre ces personnes touchées et les autres, et puis la fois suivante, on va en toucher d'autres nouvelles. Donc c'est comme ça qu'il y a eu la succession des réformes dont on a parlé, qui à chaque fois touchaient des caractéristiques différentes. Donc il y a cette cohérence. Juste un point, si je peux, il ne faut pas tomber dans le piège de lier assurance et conjoncture. Je vais essayer de m'expliquer plus clairement, mais ça revient un peu à la question qu'il y avait eu tout à l'heure sur est-ce que c'est une assurance. Si on veut que ce soit une assurance, on n'a pas à protéger différemment en fonction de la conjoncture. C'est le mécanisme de l'assurance lui-même protège l'ensemble de la société des effets de la conjoncture. C'est ça. En ayant les mêmes conditions de protection. L'exemple, je pense, qui peut être parlant, c'est si on parle d'une assurance, voilà, par exemple l'assurance santé, on ne va pas dire quelqu'un qui attrape la grippe en été, on ne va pas le soigner, on ne va pas rembourser son soin. Certes, il y a beaucoup moins de grippe en été, mais on considère que quelqu'un qui attrape la grippe, il a une maladie, et on va le soigner, on va l'aider à récupérer, et on va le dédommager pour les pertes financières qu'il aura eues. Et donc c'est deux choses différentes de se dire il y a une période où il y a beaucoup plus de grippe et donc ça va coûter plus cher d'assurer la grippe, et puis une période où ça coûte globalement moins cher, et donc là au niveau budgétaire on a ce qu'on appelle en économie des stabilisateurs automatiques, mais ça c'est sans changer les conditions. Mais derrière, quelqu'un qui malheureusement perd son emploi en période de faible chômage, il a autant de problèmes que les autres, et donc il n'y a pas de raison de moins le dédommager lui qu'un autre. Et donc en fait ce qu'il faut bien voir, c'est que cette question de conjoncture, c'est plus une question de politique, c'est plus difficile dans un moment où le chômage touche plus de personnes, où plus de personnes se disent qu'elles vont être à risque de chômage, de taper encore sur les chômeurs. Donc c'est plus un raisonnement politique, cette idée-là, de dire il y aura peut-être plus de solidarité entre les gens sur qui je tape en période de mauvaise conjoncture, mais c'est pas un raisonnement économique, c'est pas un raisonnement d'assurance. Il n'y a pas de logique. Et je précise ça parce qu'une des nombreuses réformes différentes, c'était justement celle de lier la durée d'indemnisation avec la conjoncture, et elle était présentée comme du bon sens, mais ce n'est absolument pas du bon sens, et ce n'est absolument pas un principe économique d'assurance. Nathalie ? Ouais, cette réforme dite contracyclique, elle est d'autant moins pertinente que d'un territoire à l'autre, la situation du chômage est très différente. Et donc, on peut très bien avoir une zone économique dans une conjoncture positive qui reste très, très en souffrance, et des personnes qui ont peu de perspectives d'emploi dans ce territoire et qui ont besoin d'aide, et inversement, dans une conjoncture qui est très, très favorable, avoir des personnes qui sont confrontées à des opportunités pas possibles. Donc non, je suis complètement d'accord avec vous. Cette façon de raisonner, elle n'a pas de réalité opérationnelle, et on est plus dans un discours politique qui est nourri par ce regard sur la situation de chômage que sur des réalités économiques et sociales, en fait.
Dans le chat, Nawal nous dit on choisit rarement de perdre son boulot et d'être au chômage. Vous l'avez bien expliqué, Nathalie, il me semble. Et Maureen nous demande de faire de l'infoservice, ce qu'on fait très volontiers sur le service public, qui dit je me pose une question et j'ai jamais trouvé de réponse, mais est-ce que la réforme du RSA, est-ce qu'elle inclut des emplois dans le privé? Je n'en ai aucune idée. Alors, les 15 heures d'activité obligatoires qui sont dans cette réforme, dans la loi plein emploi, elles ont vocation, en principe, non pas à être des emplois, ni des emplois bénévoles, ni des emplois d'utilité, parce que tout ça, c'est hors code du travail, et donc c'est hors clou, et donc juste l'État ne peut pas mettre en place ça, pas même le législateur. En revanche, c'est supposé être au contraire un investissement de la nation et donc État et collectivités pour accompagner les allocataires du RSA et qu'il y ait 15 heures d'activité, que ce soit de l'accompagnement, de la formation en individuel ou en collectif, qui soient mis en place et que ces personnes se mobilisent sur ces 15 heures d'activité. C'est ça la vocation du texte de loi. Quand bien même il est certains élus, et j'ai entendu des exemples précis qui imaginaient bien, en effet, proposer aux allocataires du RSA de venir faire telle et telle tâche à titre gracieux de ce fait-là, parce qu'ils lisent ces 15 heures d'activité comme étant une compensation au sens, puisque tu as une allocation, tu dois travailler. Non, en fait, légalement, c'est pas possible. Non, juste, le point important par rapport à cette réforme, c'est-à-dire que la question c'est quelle sera la réalité de l'accompagnement qui sera offert à ces 15 heures. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on aura vraiment pour les personnes au RSA 15 heures d'accompagnement qui pourront potentiellement les aider, ou est-ce qu'en fait, on leur demandera de remplir des grilles pour prouver qu'ils ont fait quelque chose, mais sans aide, sans suivi. Et là, il y a un point quand même qui peut commencer à nous donner un indice, c'est que j'ai pas vu d'augmentation de personnel à France Travail pour pouvoir accompagner ces gens-là. J'ai pas vu les moyens qui ont été mis en face pour pouvoir faire ces accompagnements, et donc j'ai peur que ce soit plus symbolique, mais avec un symbole à nouveau de dire de toute façon sinon vous faites rien, etc., que réellement un accompagnement aidant. Alors, dans la loi de finances, France Travail avait effectivement des moyens supplémentaires significatifs, puisque dans cette réforme, il y a aussi le fait que l'ensemble des allocataires du RSA et leurs conjoints, on ne sait pas pourquoi, mais et leurs conjoints devront être inscrits à France Travail, et ce, à partir de 2025, d'abord en flux, puis ensuite il va falloir, c'est-à-dire tous les nouveaux allocataires du RSA devront être inscrits à partir de janvier 2025 à France Travail, avec leurs conjoints. Et ensuite, il y a tout un travail qui va se faire département par département pour inscrire progressivement le stock, c'est-à-dire l'ensemble des allocataires, déjà allocataires du RSA, avant cette échéance du 1er janvier 2025. Et donc France Travail avait bénéficié dans la loi de finances 2024 de moyens supplémentaires importants, mais les 10 milliards d'économies sont passés par là. Les arbitrages pour le ministère du Travail sont tels que France Travail a perdu une partie des moyens supplémentaires qui lui étaient alloués. Et donc, une des ambitions de la réforme de France Travail, c'est de faire travailler plus en réseau, plus étroitement, l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi. Donc, on parle aussi des missions locales pour les jeunes, on parle aussi des cap emploi pour les personnes avec handicap, on parle des structures d'insertion par l'activité économique qui emploient des personnes éloignées de l'emploi, et encore d'autres acteurs qui interviennent, dont Solidarité Nouvelle face au chômage. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que c'est normal que vous existiez? Alors bien sûr que c'est une excellente nouvelle, mais c'est pas normal du tout. Mais si, c'est normal. C'est aussi... Vous voyez le sens de ma question? Je vois le sens de votre question. C'est normal que dans une société, on ait aussi des espaces où chacun d'entre nous peut s'engager, donner de son temps, donner de sa générosité, donner de son expérience, la partager à d'autres citoyens. Et c'est le fondement du projet de Solidarité Nouvelle face au chômage quand l'association a été créée en 85 par Jean-Baptiste de Foucauld. Le but, c'était le partage du temps et le partage de l'argent. Et donc, notre association est pour moitié, les dépenses qu'on engage, elles sont pour moitié financées par le don
des particuliers. Le but, c'est d'avoir une solidarité active, le mot a été largement utilisé depuis, et qui peut concerner chacun d'entre nous. Et ça peut tout à fait cohabiter avec un service public compétent et efficient. Et ce qu'apportent les binômes de bénévoles qui accompagnent les demandeurs d'emploi, c'est du temps, puisque c'est un accompagnement sans durée limitée, c'est de la gratuité, alors ce qui est aussi le cas du service public de l'emploi, mais ce qui est précieux, c'est ce temps et cette écoute que l'on peut, nous, délivrer, et que les conseillers pour l'emploi, mission locale et autres, confrontés à des flux extrêmement importants, n'ont pas la capacité de délivrer systématiquement. Vous m'avez parfaitement convaincu. Clément Carbonnier, J'ai rien à... vous êtes d'accord avec l'existence de Solidarité Nouvelle face au chômage? Évidemment que oui. Non, mais effectivement, je pense que la question, c'est évidemment qu'il y a des... Où est la place de l'État, en fait? Voilà, c'est-à-dire que la place de l'associatif est utile dans la société. Le problème, c'est quand il devient la roue de secours d'un service public qui n'a pas assez de moyens. C'est ça, donc d'une certaine manière j'étais en partie d'accord avec la question, mais d'accord avec la réponse aussi, c'est-à-dire que le problème n'est pas l'existence de ce type d'association, c'est le fait que cette association fait plus que simplement ce qu'elle devrait faire et qui serait utile. Il faut se souvenir, pour déplacer un peu le débat, c'est que il y a quand même une grande partie de nos politiques publiques en matière sociale, médico-sociale, qui ont été initiées par des associations. Et les années 80, après le choc pétrolier et le développement du chômage de masse et de la grande pauvreté, ont été extraordinairement riches en initiatives qui ont donné lieu à plein de politiques publiques qui existent aujourd'hui. Donc ça a donné lieu à des associations comme Solidarité Nouvelle face au chômage, comme les Restos du Cœur la même année, mais aussi tout le secteur de l'insertion par l'activité économique qui aujourd'hui emploie 280 000 personnes par an. Ce sont des entreprises et des associations qui embauchent des personnes, accompagnent la reprise du travail et accompagnent la mise en place d'un projet professionnel qui leur permet de regagner le travail dans des conditions dites ordinaires en dehors. Le secteur du handicap, il a été initié par les personnes avec handicap ou leurs familles, et c'est progressivement que l'État a pris des lois qui ont créé des dispositifs de financement de ces établissements pour ce qui est des personnes handicapées. La prise en charge des malades du sida, c'est aussi des initiatives d'associations qui ont petit à petit été transformées en politique publique. Donc que l'initiative associative cohabite avec les politiques publiques, c'est pas un problème. C'est un problème quand ensuite ces initiatives sont abandonnées et que les financements dont elles ont besoin pour être opérationnels sont diminués et que ça leur permet plus de réaliser ces missions-là. Là, on touche la question que vous posiez, le sens de la question que vous posiez. Chers amis, il est 20h02, passé de 12 secondes, c'est l'heure du mot de la fin. Le mot de la fin, Nathalie Hannet. Eh bien, moi, j'aimerais bien que, pour reprendre votre question du départ, on puisse se dire que l'atteinte du plein emploi, on va l'obtenir en mettant des moyens plus déterminés pour former et accompagner les personnes les moins qualifiées et les plus en difficulté sur le marché de l'emploi, les seniors qui ont plus de mal à regagner ou à rester dans l'emploi, qu'à diminuer les allocations et les indemnisations chômage qui vont au contraire fragiliser ces personnes-là et bien d'autres. Merci Nathalie Hannet. Clément Carbonnier, le mot de la fin? Le mot de la fin, alors du coup en complément, moi j'ai parlé aussi de... Il y a le côté, effectivement, du côté des travailleurs, les aider, les former, et puis de l'autre côté aussi, faire en sorte qu'on ait des meilleures conditions de travail, des meilleures rémunérations, et ça passe, je pense, par un certain nombre de lois qui renforcent le pouvoir de négociation collectif des travailleurs, et donc à l'encontre d'un certain nombre de lois qui sont passées, notamment le chômage, mais aussi la décentralisation des négociations, et voilà. Donc le renforcement du pouvoir de négociation pour de meilleures conditions de travail, justement pour pouvoir ensuite utiliser efficacement toutes ces personnes qui auront été formées. 20h03, passé de 30 secondes, c'est la fin de ce stream, merci d'avoir suivi. Merci Clément Carbonnier, merci Nathalie Hannet.